Aquaba. Soyez les bienvenus à la chaîne YouTube École de Sagesse. Je suis Loisy. Ce prénom sud-africain signifie la connaissance ou le savoir-faire. J'anime l'émission Afrique, écoute ton histoire. C'est mon devoir civique de faire connaître au peuple noir certaines vérités sur son histoire. Pour ce faire, je présente quelques ouvrages d'auteurs africains qui véhiculent de très importants messages au peuple noir. Aujourd'hui, je vais présenter un résumé du livre de Kiatezoa Lubanzadio Luyaluka, qui est intitulé « Les bases épistémologiques du savoir négro-africain ». Je vais commencer le résumé de ce livre avec la citation suivante de l'écrivain Luyaluka. Je cite « Depuis le XIXe siècle, la question de l'identité du noir est devenue l'un des points essentiels dans la recherche de voies et moyens de redonner au négro-africain sa dignité d'être humain. Un peuple sans identité est comme une pirogue qui tangue sur l'océan, agitée par des vagues violentes. Sa navigation est périlleuse, elle est à la merci des forces qui sont au-delà de son contrôle. » Fin de citation. Le colonialisme est un instrument des colons qui a servi à détruire l'identité culturelle du noir. Les élites africaines qui sont conscientes de ce problème culturel ont créé des mouvements comme par exemple le panafricanisme, l'afrocentricité pour réhabiliter l'identité du noir. Les élites africaines qui sont conscientes de ce problème culturel ont créé des mouvements comme par exemple le panafricanisme, l'afrocentricité pour réhabiliter l'identité du noir. L'identité culturelle du noir est un ensemble de plusieurs choses comme par exemple la culture, le mode de pensée du noir grâce auquel ses ancêtres ont pu construire dans le passé de grandes civilisations et qui l'aidera à construire son avenir. À travers ces déclarations, l'écrivain montre l'importance de l'identité culturelle du noir pour bâtir son futur. Je cite, « Ainsi, cet ouvrage ne se borne-t-il pas à montrer les différences et les rapports qui s'érigent entre l'épistémologie afrocentrique et l'épistémologie occidentale, mais il démontre aussi la pertinence, pour le négro-africain, du recours à l'épistémologie négro-africaine comme moyen incontournable de faire la philosophie et la science, mais aussi comme moyen indispensable de parvenir à des solutions technologiques, économiques et politiques plus appropriées à sa pensée profonde. » Fin de citation. L'écrivain a subdivisé sa pensée en plusieurs points que voici. Premier point, origine et nature de la quête afrocentrique. L'écrivain Luyaluka est d'avis que la liberté est un droit absolu dont a besoin chaque individu ou chaque peuple. Selon les preuves que donne le colonialisme, le peuple qui domine sur les autres peuples écrit l'histoire selon ce qui l'arrange en la déformant et en y insérant des mensonges, afin d'éviter d'avoir des regrets. Le peuple persécuteur ne déforme pas seulement l'histoire en sa faveur, mais aussi les textes de la religion, de la spiritualité. À travers cette citation, l'écrivain donne sa définition de la lutte pour la liberté. Je cite, « Il est donc naturel que la reconquête de la liberté soit aussi la reconquête de sa dignité d'être humain avili par toutes ces interprétations et transformations erronées et éhontées de la vérité. » Fin de citation. L'abolition de l'esclavage en Amérique et la décolonisation des nations africaines a favorisé la naissance du mouvement de l'afrocentricité aux USA qui a pour but de réhabiliter l'identité du noir qui fut pendant des siècles piétinée par les peuples persécuteurs lors du colonialisme. Selon la définition politique de l'afrocentricité, il s'agit de réunir tout l'héritage du peuple noir en un seul auquel toute la communauté noire, surtout la diaspora noire qui est victime des déportations hors du continent africain lors du colonialisme pourrait s'identifier. Ces déportations forcées par les colons empêchent la diaspora de s'identifier à un peuple quelconque d'Afrique, car elle a été séparée de ses origines ethniques. Cette vision de l'afrocentricité est aussi connue sous le thème de panafricanisme. Le mouvement d'éveil de conscience de la communauté noire et son besoin d'affirmer sa dignité a vu le jour vers les années 1930 pour contrecarrer la politique raciale de la France. Ce mouvement qui fut nommé la négritude, avait été soutenu par le Sénégalais Sédar Senghor, le Martiniquais Aimé Césaire, et le Guyanais Léon Damas. Voici une citation de Djemen
Kariuki expliquant concrètement le but du mouvement de la négritude. Je cite. Au cœur de la négritude était une rébellion littérale et culturelle contre l'arrogance culturelle des Français à l'effet que tous les colonisés vivaient pour le jour où ils deviendront des Français. Dès le début des années 1930, Léopold Senghor et Aimé Césaire ont gravi la tour littérale en France pour proclamer un message différent pour que tous ceux qui avaient des oreilles entendent. Nous n'avons jamais été des Français, nous ne sommes pas des Français et nous ne serons jamais des Français. En un mot, c'était le message de la négritude. Fin de citation. Vers les années 1950, les travaux académiques du Sénégalais Cheikh Anta Diop avaient marqué positivement le mouvement afrocentrique. À travers ses travaux et découvertes, il a prouvé que le monde moderne actuel est fondé sur les connaissances de l'Égypte antique noire. Deuxième point, l'afrocentricité pragmatique. Voici une citation qui explique ce terme. Je cite. Dès ses débuts, l'afrocentricité s'est surtout appuyée sur un réexamen du passé pour redonner aux Noirs sa dignité et faire valoir les grandes contributions négro-africaines au progrès de l'humanité, car jusque-là les scientifiques occidentaux avaient tendance à attribuer ces contributions à la civilisation hellénique. Fin de citation. Face aux différents mensonges des colons sur les contributions du peuple noir au monde moderne, l'écrivain Joseph Mabikan Kata avait écrit un livre intitulé La mystification fondamentale. Le but fondamental du mouvement de l'afrocentricité est de lutter contre cette mystification fondamentale, ou les mensonges des colons européens. Dans ses recherches, l'écrivain Louis Aluka a découvert que la pensée originale des Africains est basée sur la spiritualité. Il cite ainsi l'écrivain John Mbiti qui partage aussi cette opinion. Je cite. Il est notoire que les Africains sont des êtres religieux. Chaque peuple a son propre système composé d'un ensemble de croyances et de pratiques. La religion pénètre si infiniment tous les domaines de la vie qu'il n'est pas facile ni même parfois possible de l'isoler. C'est pourquoi une étude de ces systèmes religieux est finalement une étude des hommes eux-mêmes dans toute la complexité de leur existence à la fois traditionnelle et moderne. Fin de citation. Il conclut alors que la spiritualité devrait être pour l'Africain un instrument très important pour concrétiser les objectifs de l'afrocentricité qui sont de relever la dignité de l'Africain, de créer son propre mode de pensée et de contribuer de nouveau à l'évolution du monde. Selon son opinion sur l'afrocentricité, l'écrivain pense que le développement des nations africaines serait lié à l'étude des points communs entre la pensée de l'Égypte ancienne et celle de la culture profonde de la communauté noire. Puisque le développement de l'Égypte ancienne était fondé sur le spirituel, alors le spirituel pourrait être la base du développement des nations africaines. Pour y arriver, voici le conseil que donne l'écrivain. Je cite. Et comme la pensée de l'Égypte ancienne et celle de l'Afrique profonde sont une pensée centrée sur le spirituel, l'afrocentrisme pragmatique doit d'abord se démarquer de la fausseté développée par la communauté scientifique occidentale évolutionniste qui tend à soutenir la thèse d'une séparation nette entre la religion et la science. L'afrocentricité pragmatique n'est pas radicale, elle ne rejette pas la race blanche et sa culture spirituelle, le christianisme, bien qu'elle rejette le christianisme scolastique et le rationalisme matérialiste exclusiviste. Car, partant d'une relecture des données de la culture religieuse Congo, je démontre une convergence des doctrines théologiques entre le monothéisme bantou et le christianisme, prouvant ainsi une origine commune à ces deux religions qui ne seraient autres qu'égyptiennes. Fin de citation. L'écrivain est pour une afrocentricité efficace qui pourrait aider les Noirs à résoudre leurs problèmes spirituels, rétablir la pensée solaire africaine d'avant la période coloniale et les amener à recevoir la vraie spiritualité monothéiste de leurs ancêtres. Voici quelques exemples des problèmes spirituels contre lesquels les Africains devraient lutter. La lutte contre la sorcellerie qui bloque l'épanouissement de l'être humain, l'éloignement de l'Africain de ses ancêtres illuminés, etc. Voici les définitions qu'il donne aux pensées solaires et lunaires. Je cite. La pensée lunaire, une pensée centrée sur le matérialisme.
la matière étant symbolisée par la Terre autour de laquelle la Lune tourne. Dans ce monde de pensée, la suprématie est donnée à la raison sur l'intuition. La pensée solaire, une pensée centrée sur le divin, figurée par le soleil, symbole de Dieu, autour duquel la Terre tourne. Dans ce mode de pensée, la réalité est perçue comme étant hors du domaine physique. Fin de citation. Bref, l'afrocentricité de l'écrivain Luyaluka veut donner à l'Africain tout ce dont il a besoin, pour mieux bâtir son futur sans se référer au mode de pensée des colons sur le plan scientifique et spirituel. Il explique sa pensée en ces termes. Je cite. C'est donc une afrocentricité qui vise à aider l'Africain à aborder la science, la politique, la religion et la philosophie dans une approche solaire, c'est-à-dire dans une approche de contradiction externe et non dans une approche hégélienne de contradiction interne comme c'est malheureusement le cas présentement. Car, cette dernière approche, imposée aux négro-africains par l'Occident, est au service d'un asservissement perpétuel du noir. Fin de citation. Il affirme que l'afrocentricité pragmatique est pratiquée au Congo depuis l'époque de l'héroïne Kimpa Vita. Cette héroïne Kimpa Vita symbolise la lutte contre le colonialisme sur le plan spirituel et autres domaines. Par exemple, Kimpa Vita avait contribué à l'adaptation du christianisme aux réalités africaines. Troisième point, les bases épistémologiques du savoir égyptien. Certaines personnes ne croient pas que les peuples anciens avaient des connaissances scientifiques. Le fait de parler de bases épistémologiques du savoir égyptien prouve que ce peuple possédait des connaissances scientifiques, même si au temps moderne la science est définie autrement. L'écrivain Luyaluka présente une citation de Henry Smith Williams, qui est auteur du livre L'histoire de la science. Je cite. Il l'explique simplement comme le savoir découlant des conclusions tirées suite à une observation. Fin de citation. De ce fait, Williams affirme que tous les anciens peuples détenaient à un certain degré des connaissances scientifiques et que les anciens Égyptiens avaient plusieurs connaissances scientifiques qui étaient aussi pragmatiques. Selon les affirmations de l'écrivain Luyaluka, l'étude du passé de l'Égypte antique montre que ce peuple ancien détenait beaucoup de connaissances scientifiques et technologiques. La science des Égyptiens anciens avait dans certains domaines un degré élevé qui dépasse l'entendement de la science moderne. C'est pourquoi l'écrivain Luyaluka cite ses collègues Emert et Ruden. Je cite. La science des prêtres d'Égypte dépassait sur bien de points la science actuelle. Fin de citation. Grâce à leur connaissance dans le domaine de l'anesthésie, les Égyptiens anciens pratiquaient avec succès des opérations chirurgicales de la cataracte aux yeux et d'autres opérations encore plus compliquées comme par exemple l'ouverture du crâne. Au XVIIIe siècle, les Européens ne connaissaient pas encore l'anesthésie et faisaient des opérations chirurgicales avec des pratiques barbares et très douloureuses. C'est à partir de la période de la Renaissance qu'ils ont connu l'anesthésie, alors que les anciens Égyptiens connaissaient depuis longtemps l'anesthésie. L'écrivain Luyaluka décrit la nature du savoir égyptien de la manière suivante. Je cite. Mais, le savoir égyptien n'était avant tout qu'une connaissance liée à la religion. La science égyptienne était donc avant tout la science de mystère liée à la pratique religieuse. Le savant égyptien était un prêtre d'élite et le prêtre était un savant d'élite. Il existait cependant deux sortes de mystères en Égypte. Le grand mystère, qui était un savoir centré sur les aspects éschatologiques, et le petit mystère dont le centre d'intérêt était tous les savoirs destinés à rendre facile la vie du peuple au quotidien. Grâce à l'égyptologie, nous savons que l'astronomie était la grande science égyptienne. Fin de citation. La chimie faisait aussi partie de la science égyptienne. Le mot chimie vient du mot arabe alchimie ou alkémite qui signifie l'art égyptien. Voici une citation qui prouve le degré élevé de la chimie égyptienne dans l'Antiquité. Je cite. Les chimistes égyptiens étaient capables de produire des teintures très brillantes par des méthodes inconnues aux Grecs et aux Romains. Fin de citation. Même les peuples voisins de l'Égypte n'avaient pas une connaissance élevée de la chimie plus que l'Égypte.
L'élite africaine Cheikh Anta Diop confirma que les savants de la Grèce antique étaient des élèves des prêtres égyptiens. Ces savants étaient par exemple Homère, Solon, Thalès, Pythagore, Platon, Eudoxe, etc. L'écrivain Louis Aluka cite son collègue Maspero qui confirma l'origine de la science moderne. Je cite: « C'est de l'Égypte et de la Chaldée que la science et les arts de l'Antiquité, l'astronomie, la médecine, la géométrie, la physique et les sciences naturelles se sont répandus aux ancêtres des races classiques. » Fin de citation. Avec ces preuves, l'écrivain Louis Aluka a dévoilé l'un des gros mensonges de l'Occident qui prétend que la science et la technologie seraient les inventions des savants grecs de l'Antiquité, alors qu'ils avaient appris ça en Égypte antique. Par exemple, le théorème de Thalès puis de Pythagore et la vis sans fin d'Archimède sont des connaissances apprises en Égypte antique. Pour montrer le degré d'évolution de la science et technologie de l'Égypte antique, l'écrivain Louis Aluka cite encore son collègue Maspero. Je cite: « L'Égypte était la scène de premier de toutes les avancées dans la science d'ingénierie. Le système d'irrigation, qui tire son origine de l'époque des anciennes dynasties d'Égypte, est demeuré pratiquement le même pendant tous les siècles qui se sont succédés jusqu'à une époque très récente. » Fin de citation. Sur le plan religieux, l'étude de la spiritualité de l'Égypte antique a montré son influence sur les nouvelles religions comme par exemple le christianisme et l'islam. À cet effet, l'écrivain cite son collègue Cheikh Anta Diop. Je cite: « La Pistissophia, livre de base de la gnose copte, contient l'essentiel des idées chrétiennes et musulmanes sur l'au-delà. L'influence du livre des morts de l'Égypte pharaonique y est très évidente. » Fin de citation. Quatrième point, la nature de l'épistémologie égyptienne. Les anciens Égyptiens étaient très religieux et ils avaient une autre définition de l'univers. Selon leurs croyances, l'univers est composé du monde invisible et du monde visible. Quatrième point, la nature de l'épistémologie égyptienne. Les anciens Égyptiens étaient très religieux et ils avaient une autre définition de l'univers. Selon leurs croyances, l'univers est composé du monde invisible et du monde visible. Ces deux mondes sont inséparables. Ils croyaient en l'immortalité de la vie comme le dit l'écrivain Louis Aluka. De ce fait, ils expliquaient la mort comme un instrument de fortification des vivants. Ce sont des personnes décédées qui fortifient les personnes encore vivantes. En plus de cela, les anciens Égyptiens croyaient au fait que leur royaume fut bâti par des dieux qui étaient les premiers pharaons. Ce sont les dieux qui avaient civilisé les humains. De ce fait, le monde terrestre n'était qu'une continuation du monde céleste. Les ancêtres vivaient dans le monde des dieux qui était supérieur au monde terrestre. Donc le savoir, le plus grand, ne pouvait venir que du monde des dieux. Les instruments de transmission du savoir divin sont les rêves. À travers cette conception de l'univers, les anciens Égyptiens définissaient le savoir de la manière suivante: la vérité qui était une révélation, puis l'intuition qui était divine et supérieure à la pensée humaine encore appelée la raison. Cinquième point, les axiomes de la science égyptienne. Le savoir égyptien a 5 fondements principaux que voici. La réalité qui a une origine spirituelle, la vérité qui est une révélation, la connaissance qui est une information acquise sur une réalité selon la compréhension de Dieu et la matière qui n'est qu'une partie de la réalité. La compréhension de ces fondements aiderait le noir contemporain de comprendre sa pensée profonde. Puisque selon la pensée égyptienne la vérité était une révélation, alors la philosophie était décrite comme un éclaircissement d'une vérité ou d'une intuition reçue par l'esprit. Sixième point, la philosophie égyptienne. De ce fait, la philosophie et la science égyptienne avaient une même source de connaissances. En se basant sur les caractères du savoir égyptien, l'écrivain Louis Aluka fait une comparaison entre la pensée égyptienne et la pensée occidentale en ces termes. Je cite: « En outre, vu les axiomes de sa pensée, l'élite égyptienne ne pouvait que donner à l'intuition la suprématie sur la raison. Ainsi donc, point n'était besoin de spéculer sur la véracité de l'intuition, il suffisait d'en clarifier le contenu par la logique pour satisfaire toute pensée inférieure dubitative,
ou pour asseoir la conviction des non-initiés. La nécessité de la spéculation découle du fait que l'occidental donne à la raison la suprématie sur l'intuition. Ainsi pour lui, l'intuition n'est acceptée que dans la mesure où elle est justifiée par la raison. Fin de citation. 7e point, les 3 cadres d'investigation du savoir chez les Égyptiens. Selon leur définition du monde, les ancêtres vivraient éternellement entre le monde visible et invisible, c'est pourquoi ils cherchaient le savoir dans ces 3 mondes différents. Le monde physique, éthérique et spirituel. Voici une citation de l'écrivain Luyaluka qui exprime mieux cette pensée. Je cite. Cette conviction épistémologique est soutenue par la liberté reconnue à l'âme et sa capacité de lancer dans des pérégrinations hors du corps visible. Cette capacité est symbolisée par la représentation de l'âme comme un oiseau au-dessus de la tête. Et l'importance accordée aux oracles démontre la possibilité d'une investigation sur des plans invisibles. Fin de citation. Les mondes physiques et éthériques font partie des domaines limités du spirituel. Symboliquement, ces 2 mondes représentent la vérité limitée. Mais le monde éthérique est plus proche du monde spirituel qui représente symboliquement la réalité. Selon la pensée égyptienne, il existe 3 mondes différents et inséparables dans lesquels les ancêtres cherchaient le savoir. Le premier monde est physique, le deuxième monde est éthérique et le troisième est spirituel. Ce qui explique le fait que la science soit inséparable de la religion. L'unité de la science et de la religion était évidente dans ces 3 domaines du savoir. 8e point, l'évolution épistémologique de l'Occident. Les savants grecs s'étaient instruits en Égypte antique. À leur retour en Grèce, ils s'étaient inspirés du savoir pour créer la science occidentale moderne. En apportant des réformes de pensée en Occident, ils s'étaient séparé le domaine physique d'acquisition de savoir des domaines éthériques et spirituels d'acquisition du savoir. Ainsi ils avaient séparé la science de la religion en rattachant la science au domaine physique et la religion, la magie au domaine éthérique. Puis spirituel. Nous sommes presque à la fin de l'émission. Dans son livre, Les bases épistémologiques du savoir négro-africain, l'écrivain Luyaluka nous parle de la pensée originelle africaine. Pour cela il prit l'exemple de la pensée de l'Égypte antique noire. C'est grâce à cette pensée que le peuple égyptien qui était auparavant des Noirs, avait su bâtir une très grande civilisation qui influença plusieurs peuples comme par exemple les Européens. De plus il a comparé cette pensée originelle africaine de la pensée occidentale qui tire ses origines de la pensée égyptienne noire. Selon l'écrivain, l'émancipation des Africains contemporains serait possible si l'Africain pouvait développer à nouveau sa propre pensée en se référant aux pensées culturelles, spirituelles, scientifiques et technologiques de ses ancêtres. Bref, l'Afrique doit reconstruire son monde en se référant aux réalités culturelles africaines. Je vous rappelle d'acheter ce livre sur Internet ou bien de vous faire conseiller par le camarade Yves Kwate Wabo, qui gère la bibliothèque Kamasofia au Cameroun. Cela vous permettrait de connaître en profondeur les messages importants que l'écrivain Luyaluka nous a fait connaître. Vous pouvez le contacter sur ce numéro 00237986532232. Je vous souhaite une bonne semaine avec ce message puissant de l'élite africaine anticolonialiste Amilcar Cabral et avec cette belle photo de repas de foufou d'igname à la sauce de feuilles de manioc. Je cite, « Les colonialistes ont l'habitude de dire que, eux, ils nous ont fait rentrer dans l'histoire. Nous démontrons aujourd'hui que non, ils nous ont fait sortir de l'histoire, de notre propre histoire, pour les suivre dans leur train, à la dernière place, dans le train de leur histoire. » Fin de citation. Très cher abonné, merci pour votre attention et veuillez partager cette vidéo au maximum à vos contacts pour l'instruction de plusieurs. Teuyo, au revoir.